Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'Elisker, le MAG, un numéro géopolitique où j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Jean-Baptiste, bonjour et merci d'être venu. Donc vous êtes rédacteur en chef de la revue, l'excellentissime revue Conflit, qui paraît déjà depuis 10 ans, qui est devenue un petit peu la référence en géopolitique. Avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, peut-être un petit peu de pédagogie. Pourquoi cette revue s'appelle Revue de géopolitique et pas de Revue de relations internationales? Qu'est-ce qui fait la différence? Et puis, quelle serait la définition de géopolitique, sachant qu'il y a énormément de... Il y a une inflation en fait, de définition à telle enseigne qu'on s'y perd un petit peu. Oui, c'est vrai que le terme de géopolitique aujourd'hui est employé, beaucoup employé et parfois un peu à tort et à travers. Et le travail conflit à conflit, c'est aussi de préciser les choses. Les relations internationales, c'est étudier les relations entre les pays. La géopolitique, ça va bien au-delà. Il y a évidemment une dimension d'étude des pays entre eux, des rapports de force entre les pays. Mais dans la géopolitique, on a une dimension géographique. Et donc, on va toujours réfléchir à plusieurs échelles. Donc, on peut très bien faire une géopolitique locale, c'est-à-dire la géopolitique d'une ville, d'un quartier ou d'une rue. La géopolitique étudie les rapports de force dans l'espace. Donc, ça peut être un espace local, un espace national ou un espace international. Et la géopolitique va aussi étudier les connexions qu'il y a entre les différents espaces. Pour comprendre un phénomène, il faut toujours l'analyser dans une analyse à plusieurs échelles. Par exemple, si on a un trafic de drogue ou une vente de drogue au pied d'un immeuble, on ne peut comprendre cette vente de drogue qu'en l'insérant dans une analyse à plusieurs échelles, qui va de la zone de production en Colombie, les passages à travers le golfe de Guinée et puis le Sahel, et la vente dans une rue en France. Donc l'analyse à plusieurs échelles est absolument fondamentale. Et puis le deuxième point qui est très important en géopolitique, et là c'est la grande distinction, autre grande distinction avec les relations internationales, c'est qu'en géopolitique, on va utiliser plusieurs disciplines. Évidemment, on va réfléchir à la guerre, à l'armée, mais il faut aussi avoir une dimension économique. Et la question économique est fondamentale et très importante. Donc on réfléchit à la monnaie, à l'énergie. On va aussi analyser la culture. Le rôle de la culture est crucial. Le rôle des symboles, c'est très important, les symboles en géopolitique. Donc c'est l'ensemble de ces éléments que l'on prend. Alors ça se reflète notamment dans la grande diversité des auteurs dans Conflit, la diversité également des rubriques. Mais c'est ça qui permet véritablement d'avoir une analyse géopolitique, réfléchir à plusieurs échelles et réfléchir avec plusieurs disciplines. Alors, on voit aussi que c'est la seule revue qui puisse exister de ce type en France. Vous avez vous-même une formation, je dirais, multiple. Vous êtes historien, vous êtes aussi économiste, vous êtes aussi un grand expert du fait religieux, je dirais même un vaticaniste, parce que vous intervenez beaucoup pour commenter justement cette élection du nouveau pape. Qu'est-ce qui définit la géopolitique? C'est une méthode d'analyse ou c'est une discipline comme les autres? Alors pour moi, c'est une méthode d'analyse. Ce n'est pas une discipline. L'histoire est une discipline. Moi, j'ai fait une thèse en histoire économique, donc j'ai manié à la fois l'histoire et l'économie. L'histoire est une discipline, l'économie est une discipline. La géopolitique, c'est une méthode d'analyse, puisqu'on va prendre plusieurs disciplines. Donc c'est un outil pour arriver à décrypter les rapports de force. Alors, vous avez aujourd'hui un contexte international qui est marqué par la montée des périls, la montée aussi de ce que j'appellerais la géopolitique des empires, avec le pouvoir poutinien, les ambitions expansionnistes de Donald Trump aux États-Unis. Vous avez le cas d'Israël, le cas de la Hongrie plus près de nous. Comment accompagner ces bouleversements quand on fait de la géopolitique et quand on a justement ces outils d'analyse? Oui, alors ça c'est vraiment très important. Alors la revue s'appelle Conflit au pluriel, et souvent on nous en fait la remarque en disant mais vous appelez conflit parce que vous aimez la guerre. Non, pas du tout, on n'aime pas la guerre. Simplement les conflits sont une réalité, et des conflits sous toutes leurs formes, donc militaires, économiques, culturels. Et donc notre rôle c'est d'analyser les conflits, et on part du principe que c'est en comprenant comment un conflit se crée et comment il se diffuse qu'on peut arriver à l'endiguer, voire à le résoudre. Donc il ne s'agit pas d'étudier les conflits parce qu'on les aime, il s'agit d'étudier les conflits pour y apporter une solution. C'est comme un cancérologue, il n'aime pas les cancers. Simplement, il doit les étudier pour pouvoir les traiter. Et donc nous, c'est la même chose. Et dans le monde actuel, il y a effectivement beaucoup de rapports de force, beaucoup de guerres et de conflits. Simplement, je pense qu'il faut sortir d'une vision qui est parfois trop pessimiste. Parce qu'on va chercher l'aspect sensationnel.
on va chercher à montrer ce qui est nouveau. On va toujours vouloir donner l'impression que ce qu'on connaît, on ne l'a jamais vu. Je ne connais aucune période dans l'histoire qui soit une période heureuse et bénie, où la paix règne. Le pays du lait et du miel, c'est éventuellement dans l'au-delà, mais ce n'est pas sur Terre. L'histoire des hommes a toujours été marquée par des guerres, par des conflits, etc. Donc aujourd'hui, on a des types de conflits, il y en avait aussi dans le passé, et je ne pense pas que la situation actuelle soit pire que des situations qu'on a connues dans le passé. Simplement, nous vivons au XXIe siècle, en 2025, et donc on fait avec ce qu'on a, et on doit résoudre les conflits qui sont les nôtres aujourd'hui. Vous parlez beaucoup de réalisme, en fait, c'est qui définit un petit peu cette ambition qui est la vôtre à conflit, c'est introduire une géopolitique réaliste. Qu'est-ce qui vous distingue des autres écoles? Oui, la question réaliste est fondamentale, et c'est vraiment notre ligne d'analyse. Alors, comment définir le réalisme? Je vois deux grands aspects pour la question du réalisme. D'abord, c'est comprendre qu'un phénomène n'a jamais une seule cause. Il y a des causes, il peut y avoir une cause principale, mais il y a toujours des causes secondes. Quand on a quelqu'un qui dit il n'y a qu'une seule cause ou le conflit s'explique à travers ça, c'est qu'il y a une erreur de l'analyse. Il faut toujours comprendre qu'il y a plusieurs causes dans un conflit, dans un phénomène. Et le deuxième point de l'aspect réaliste, c'est de comprendre les positions des uns et des autres. Alors, non pas pour y adhérer, mais là aussi, si on veut résoudre un conflit, il faut comprendre le point de vue de tout le monde. Prenons un cas extrêmement polémique, la guerre en Palestine et à Gaza. Si on veut apporter une solution à ce conflit qui dure, il faut comprendre le point de vue israélien, le point de vue du Hamas, du Hezbollah, des gens de Gaza, des Libanais. Et ça, c'est fondamental de se mettre à la place de l'autre et de comprendre comment l'autre voit le monde. Alors, il faut se mettre à la place de l'autre sans forcément adhérer à sa vision. Ça, c'est l'autre difficulté. On doit comprendre comment le Hamas et le Hezbollah voient les choses sans forcément adhérer à leur idéologie. Mais c'est fondamental de comprendre comment eux voient le monde, parce que sinon, on est dans une lecture unique. Évidemment, chacun explique que l'ennemi, c'est l'autre et que nous, on est dans le camp du bien. Je connais personne qui m'ait dit « moi, je suis le mal et l'autre, c'est le bien et je combats le bien ». Enfin, donc, tout le monde va vouloir expliquer qu'il défend la justice, le droit et le bien, et évidemment, le camp d'en face aura une vision différente. Donc, c'est fondamental de comprendre comment chacun des acteurs voit le conflit, et ce n'est qu'à partir de là qu'on pourra commencer à apporter des solutions. Et le troisième point, et là c'est un aspect qui est fondamental en diplomatie, c'est qu'il faut parler avec tout le monde, et surtout avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Là aussi, ce n'est pas parce qu'on est d'accord avec eux, c'est parce qu'on approuve. Donc, discuter ou dialoguer, ça ne veut pas dire approuver, mais ça veut dire qu'il y a des acteurs qui sont incontournables, ils sont là. Voilà, je pense Vladimir Poutine est là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il faut parler avec lui. Voilà, il est là, c'est tout. Il dirige la Russie aujourd'hui. Et donc, si on veut trouver une solution à la guerre en Ukraine, forcément, il faut discuter avec lui. Et ça, c'est aussi l'aspect réaliste. Alors, on peut parfois reprocher d'être peut-être conciliant avec des régimes qui sont mauvais. Ça peut être un risque, mais il n'empêche qu'on fait avec ce qu'il y a et on fait avec les régimes qui sont là, parce que si on veut trouver une solution aux guerres, il faut discuter avec les acteurs qui tiennent les territoires. Donc vous êtes un petit peu en faux contre l'irénisme, contre l'idéologie, c'est-à-dire que vous entendez le monde non pas tel que vous souhaitez qu'il soit, mais tel qu'il est. Oui, alors il faut partir du monde tel qu'il est pour essayer de l'améliorer. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus se satisfaire des guerres, des massacres, etc. Mais il faut comprendre pourquoi il y a des massacres, pourquoi il y a des guerres, et ça va dépendre d'un pays à l'autre. Et c'est à partir du moment où on pose un diagnostic, c'est vraiment en fait un métier de médecin. Hein. On a un patient, on va comprendre quelles sont les causes de sa maladie, pourquoi, donc poser le diagnostic, et à partir de là, adapter le traitement. J'ai pris l'exemple du cancer tout à l'heure, il y a plusieurs types de cancers qui existent, et c'est jamais la même cause. Et chaque cause est unique, et le traitement doit s'adapter. Eh bien, c'est pareil, c'est ça la méthode réaliste. Donc, on prend le monde tel qu'il est, non pas pour s'en réjouir et pour le maintenir tel qu'il est, pour essayer de le faire progresser vers plus de justice et plus de paix, mais en partant du mal tel qu'il existe et de la maladie telle qu'elle est. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une sorte d'accélération de l'histoire avec tout ce qui se passe, je veux dire, avec le populisme, le pouvoir, Donald Trump, Poutine, ce dialogue des titans, la superpuissance chinoise qui inquiète les Américains, cet hypothétique piège de Thucydide dans lequel les Américains seraient appelés à se fourvoyer. Quel est le regard que
que l'on peut porter sur ces grandes dynamiques aujourd'hui? Alors, Quel regard sur les évolutions moi, ce que je vois mondiales? du monde aujourd'hui, c'est un Ouais. peu le piège du ciseau. Un C'est-à-dire? ciseau, il y a deux lames. Ouais, La première lame, c'est la haute technologie. ouais, Et la deuxième lame, c'est le retour à des choses extrêmement basiques. En fait, on est coincé entre l'intelligence artificielle et le caillou. Donc, d'un côté, on a une technologie de plus en plus importante qui effectivement fait qu'on a des moyens technologiques qu'on n'avait pas il y a encore 5 ou 10 ans, qui pose des défis très importants, qui fait qu'on peut savoir très rapidement ce qui se passe dans le monde et que des guerres ou des affrontements peuvent avoir des conséquences beaucoup plus fortes. Donc ça, c'est la première lame, la haute technologie, la haute technicité. Et la deuxième lame, c'est le retour à des choses extrêmement archaïques. C'est le retour au caillou, si je puis dire. Donc, on va avoir des guerres qui se font avec des machettes, avec des armes très, très basiques. Une Kalachnikov, c'est pas très évolué, mais c'est extrêmement efficace. pas très cher. C'est pas très cher. C'est assez facile à manier, avec un minimum d'apprentissage. On parle beaucoup de la guerre de haute intensité. La guerre de haute intensité, la guerre de haute technologie, il y a peu de monde qui peut la pratiquer. Il faut avoir un grand entraînement. Utiliser une Kalachnikov avec un minimum de savoir-faire et d'apprentissage, on peut faire usage de Kalachnikov. Et donc c'est ça la guerre d'aujourd'hui. C'est d'un côté la haute technologie et de l'autre la très basse technologie ou des choses très basiques. Et on voit le développement des réseaux criminels, des réseaux de drogue, de criminalité, qui touchent vraiment à l'archaïsme. Archaïsme, quand je dis archaïsme, je ne porte pas un jugement de valeur morale, je veux dire archaïsme au sens de quelque chose qui a toujours existé et qui était présent il y a plusieurs millénaires. Je pense au retour du vaudou, au retour de cultes vraiment très, très basiques et de guerres qui se font avec des bouts de chandelle. Hein. Pensons à la guerre du Kivu, par exemple, qui est dramatique à bien des égards. C'est avec des armes extrêmement simples, extrêmement sobres. Des choses qu'on a toujours pratiquées, des enfants soldats, des drogues utilisées pour manipuler des personnes. Ça a toujours existé et ça existe encore aujourd'hui. Et donc, c'est ça le monde d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les deux lames du ciseau. D'un côté, la lame de l'intelligence artificielle et de l'autre, la lame du très basique, le caillou, la machette, des choses de toujours. Et si on vous demandait, Christian Baptiste Noé, quel serait le fil conducteur des grands conflits mondiaux aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit une internationalisation de ces conflits? On sort de l'échelle locale, vous parlez des différents niveaux d'échelle. On parle aussi de quatrième guerre mondiale en référence à la troisième guerre mondiale qui était la guerre froide, une quatrième guerre mondiale pour le contrôle des énergies ou pour le contrôle des voies de passage de communication stratégique. Est-ce que c'est véritablement, voilà, quel serait pour vous le fil conducteur des conflits contemporains, des grands conflits actuels? Il y a une formule du pape François que j'avais beaucoup aimée, qui je pense résume très bien la situation. Il avait dit ça à Sarajevo en 2015. Il disait « Nous sommes dans une guerre mondiale par morceaux ». Ouais. Et je trouve que cette formule me paraît résumer exactement la situation. C'est-à-dire qu'on est dans une guerre mondiale au sens où tout est connecté. Il y a une guerre en Birmanie avec vente de drogue pour financer la guerre a des conséquences chez nous, puisque la drogue est consommée en France et en Europe. Donc les conflits sont d'une manière ou d'une autre connectés entre eux, mais c'est par morceaux parce que chaque conflit a quand même sa logique propre et son indépendance propre. La guerre du Kivu, c'est une guerre, là aussi séculaire, qui renaît aujourd'hui, mais qui est connectée dans l'espace mondial. L'affrontement en Ukraine, c'est un affrontement là aussi séculaire. Cette question du Donbass, question de l'Ukraine est très ancienne, mais qui a des conséquences mondiales. Rappelez-vous, en 2022, quand les ports ukrainiens sont bloqués, l'Ukraine est un des principaux exportateurs de céréales, donc ça crée des tensions pour accéder à la nourriture en Afrique. L'effet vase communicant. Il y a l'effet vase communicant, il y a l'effet interaction, qui est très important. Donc on a d'un côté ces connexions mondiales très fortes, et de l'autre des conflits qui ont leur logique propre, et qui sont des conflits souvent très locaux, très, très ciblés. Et l'humanitaire dans tout ça? L'humanitaire est fondamental parce qu'il est un des éléments qui peut apporter une solution au conflit. Ce n'est pas le seul. Hein. Je disais qu'il y avait plusieurs causes, il y a toujours aussi plusieurs vecteurs. Il y a la diplomatie, il y a l'armée. Hein. Si on a une armée importante, on ne se fait pas attaquer. Mais l'humanitaire permet d'apporter une réponse soit immédiate, en situation de crise, soit sur le temps long. Et c'est très important le temps long parce que moi j'ai grandi avec la famine en Somalie. Et donc, on m'avait expliqué qu'il fallait apporter un sac de riz à l'école pour résoudre la famine en Somalie. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment utile. Hein, c'était
La vie plus un coup de com' de Bernard Kouchner. Enfin bon, en tout cas, ça permet de nous sensibiliser quand même aux guerres dans le monde. Ça, c'est déjà quand même un aspect positif. On sortait un petit peu de notre cadre strictement français. Mais souvent, la force de l'image fait qu'on va créer une émotion pour l'instant T, pour le moment T. Et donc, on va pouvoir apporter une solution à un moment clé parce qu'il y a un problème grave à résoudre. Mais pour moi, l'humanitaire est important aussi pour le long terme. C'est-à-dire que la guerre, ça va au-delà des images. Ça va au-delà du journal de 20 heures. Il faut apporter une solution sur le long terme. Vous avez un enfant qui est blessé, bah, vous allez le soigner, certes, mais après, il y a des séquelles psychologiques qui peuvent durer jusqu'à sa vie d'adulte, et voire même qui peuvent se transmettre à ses enfants. Parce qu'on sait bien qu'un traumatisme d'enfant, bah, ça peut causer des violences sur le long terme. J'avais fait pendant plusieurs années des voyages humanitaires en Lettonie, dans un orphelinat, qui a été créé par un ami. On faisait ça avec des étudiants. Et là, on était confrontés, je me rappelle très bien, à des enfants qui avaient une quinzaine d'années et qui subissaient l'alcoolisme de leurs parents, qui étaient en fait des enfants des années 70 de l'époque Brejnev et de l'époque soviétique. Et donc on voyait comment un traumatisme dans les années 1970 avait des répercussions sur les enfants des années 2020. Parce qu'ils étaient les victimes de leurs parents, qui étaient eux-mêmes des victimes d'un moment. Et donc, cette notion de temps long me paraît fondamentale dans l'humanitaire. Parce que, encore une fois, souvent, et le problème des médias, on fait beaucoup du temps court, on fait beaucoup de l'immédiat, mais il faut réfléchir aussi aux soins dans le temps long. Alors, il y a cet effort d'analyse que vous faites, qui peut s'avérer être à contre-courant, qui peut aussi être difficile, parce qu'on est vite étiqueté aujourd'hui. Si on ne prend pas parti pour l'un, c'est qu'on est forcément du côté de l'autre. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes confronté dans votre travail? Je parlais du dialogue tout à l'heure. Le dialogue me paraît fondamental. Le dialogue, c'est faire usage de la logique, du logos. Donc, on essaye de mettre la passion de côté, parce que la passion risque d'obscurcir un petit peu les choses. Donc, on essaye de mettre l'émotionnel un peu de côté pour regarder vraiment les phénomènes et pour comprendre tout le monde. Et c'est vrai que souvent on nous demande de prendre parti, on nous demande de prendre parti pour un camp par rapport à un autre, mais nous, notre rôle n'est pas de prendre parti. D'abord, nos lecteurs sont libres d'adhérer à telle ou telle opinion, à telle ou telle idée. Donc, je ne suis pas là pour dire à mes lecteurs ce qu'ils doivent penser. Voilà, c'est d'abord, c'est pas ce qu'ils cherchent. Donc, ça serait contraire à mon métier de géopolitologue de dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Mon métier, c'est de leur fournir les outils pour penser. Et modestement, et leur fournir des clés pour décrypter. Et puis après, ils vont lire Conflit, ils vont lire d'autres médias, ils vont s'informer ailleurs. Et c'est comme ça qu'ils se forment leur pensée. Donc ça serait une trahison de mon métier que de dire aux gens ce qu'ils doivent penser et comment ils doivent analyser quelque chose. Ensuite, encore une fois, il faut voir qu'un conflit est toujours complexe. Et on parle beaucoup des causes de la guerre en Ukraine. Il y a plusieurs causes des guerres en Ukraine. On est un siècle après la Première Guerre mondiale, on se débat encore sur les causes de la Première Guerre mondiale. Et c'est un sujet qui est infini. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement les causes de la guerre en Ukraine, parce que, évidemment, les Ukrainiens vont dire c'est les Russes disent c'est les Ukrainiens. C'est deux narratifs antagonistes. Exactement. Et les narratifs reposent sur l'histoire. Il y a toujours une part de vrai et une part de manipulation. Les narratifs reposent sur des symboles. Et là aussi, il y a une part de vrai et une part de mensonge. Mais donc, on ne résoudra pas le problème en essayant de savoir qui a causé la guerre. C'est une cause multiple et qui naît de plusieurs rancœurs. Puis il y a la guerre de 2022, mais la guerre n'a pas commencé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Elle est bien antérieure à ça. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est comment on sort du conflit. Et surtout, comment on va bâtir une paix sur le long terme. Parce qu'on a eu l'invasion de la Crimée en 2014, après on a eu l'invasion du Donbass en 2022. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter une nouvelle guerre en 2032 ? C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. C'est comment bâtir une guerre sur les 20 prochaines années. Et non pas un arrêt des conflits qui fait que dans 2 ou 3 ans, la guerre repart. Alors, il y a aussi un aspect fondamental dans votre métier dont on ne parle pas de façon explicite, mais je crois que c'est la dimension formation. Vous êtes un pédagogue, vous enseignez dans plusieurs institutions. Jean-Baptiste, vous avez aussi écrit des ouvrages, je dirais, de vulgarisation géopolitique. Quelle place occupe cette dimension de formation? Comme si vous étiez en fait animé par une mission, une responsabilité, je dirais. Une responsabilité de susciter un éveil chez les jeunes
les plus jeunes, en fait, notamment les étudiants de premier cycle, les Oui, lycées, à l'école réaliste. C'est très important. Moi, Ouais. je me définis d'abord comme un Ouais. professeur. Je ne suis pas un journaliste. Ouais. J'ai beaucoup de respect pour les journalistes, mais on ne fait pas le même métier. Ouais. Je suis un professeur qui dirige une revue. Voilà. Ouais. Et un professeur est là pour transmettre. Et le rôle d'un professeur, c'est de passer beaucoup de temps pour comprendre quelque chose et pour l'expliquer ensuite le plus simplement possible. Et c'est aussi l'idée d'aider les personnes à croître et à devenir autonomes. Je me rappelle une fois, j'étais passé sur une radio, une émission de télévision, et on m'avait dit les gens chez nous ont 6 ans d'âge mental, donc il faut leur parler comme à des enfants de 6 ans. J'avais trouvé ça assez vraiment minable, méprisant. Peut-être que les gens ont 6 ans d'âge mental, mais notre rôle, c'est de les amener vers 7 ans, 8 ans, 9 ans, et qu'ils deviennent adultes. Donc on prend les personnes là où elles sont, et notre rôle, c'est de les aider à grandir. Et grandir, c'est devenir autonome. Donc mon rôle, c'est que j'acquiers un savoir et puis je fais intervenir des gens qui connaissent beaucoup plus que moi et qui sont capables d'expliquer davantage que moi, mais que nos lecteurs deviennent des adultes libres et autonomes. Et c'est ça le but, c'est pas de les rendre dépendants, c'est de les rendre libres et intellectuellement autonomes. Et donc à Conflit, on a beaucoup de professeurs qui écrivent dans Conflit, donc c'est aussi quelque chose qui nous anime tous. Et l'idée, c'est aussi de manier les générations, mêler les générations. Donc nos auteurs les plus âgés ont 80 ans, les plus jeunes ont la vingtaine, et on fait en sorte d'avoir des gens de toutes les décennies. Comme ça, les plus jeunes se nourrissent de l'expérience des anciens, et les anciens, je dis anciens, 60, 80 ans, bon, qui ont plus d'expérience, transmettre aux autres. Mais ça me paraît très important. Parfois, vous avez, notamment à l'université, des personnes qui veulent mourir avec leur savoir, quoi. Après moi, il n'y aura plus rien. Après moi, le début. Exactement. Et donc, ils sont dans une idée de mandarinat, et puis ils veulent avoir un monopole, et ils veulent que personne ne leur succède. C'est pas du tout mon optique. Moi, j'espère qu'un jour quelqu'un reprendra Conflit et développera, que les analyses qu'on fait seront reprises et que d'autres seront meilleurs que nous après. Et notre rôle, c'est vraiment de former des gens et que on n'est pas le savoir ne nous appartient pas. On n'a pas un monopole. On doit former et transmettre. C'est absolument fondamental. C'est une question de responsabilité. Tout à fait. Parce que sinon, après, on va se plaindre en disant oui, mais les jeunes ne lisent plus. Très bien. À nous de leur apprendre à lire et de les éveiller à la beauté du monde et de leur montrer la beauté des choses. Donc vous vous endormez pas sur vos lauriers. C'est comme si, par exemple, vous me disiez, il y a 20 ans, j'ai fait normal ou j'ai fait Sciences Po. Oui, alors moi, ça m'insupporte. Qu'est-ce que vous avez fait depuis? Exactement. Les gens qui ont 60 ans et qui me disent j'ai fait Polytechnique, vraiment, ça m'horripile complètement. Pourquoi? Parce que Polytechnique, c'est quand on avait 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'on a fait entre 20 ans et 60 ans? Voilà, pendant les 40 années de sa vie, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est intéressant de savoir quelle formation on a fait parce que ça donne notre format MTIS. Moi, j'ai fait une Cagne, donc je raisonne toujours avec un plan en 3 parties. Voilà, ça a formé mon esprit, c'est comme ça. Classique. Et puis, ça m'a donné une ouverture à la philosophie, la géographie, la littérature. Mais j'ai fait d'autres choses depuis. C'est ça qui compte. C'est ce qu'on fait maintenant et c'est là où on est maintenant. Donc, Conflit est une école. Oui, ça se veut effectivement. Pas que un magazine de vulgarisation. Exactement, une revue, c'est une école de pensée. Et donc, c'est aussi un endroit où on va former. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de connexions dans le monde avec d'autres revues, en Europe et dans le monde. Parce qu'on se forme aussi au contact des autres, en voyageant. On se forme aussi en discutant avec les autres et on se forme aussi en faisant intervenir des auteurs étrangers dans nos colonnes. Parce qu'ils nous apportent un autre regard, ils nous apportent un autre point de vue. Ça, c'est très important. Donc nous, on est une revue française qui défendons une vision française, mais pour ça, il faut faire intervenir des étrangers qui ont une autre vision. Sinon, on s'enferme et on meurt. Soi. Ouais. Dernière question, Jean-Baptiste Noé. Donc, j'ai rappelé dans l'introduction que vous étiez aussi entre guillemets un vaticaniste. Vous connaissez très bien là. Vous avez écrit 3 ouvrages sur le Saint-Siège. Votre dernier livre vient de paraître. Le combat, oui, la culture du combat dans l'Église. La culture du combat dans l'Église catholique, publié chez VA Éditions. Juste un petit commentaire sur l'élection de ce nouveau pape, Léon XIV. Vous êtes intervenu beaucoup dans les médias pour saluer cette élection. Qu'est-ce que vous avez retenu le plus important d'un point de vue géopolitique? En quoi ce pape est un pape éminemment géopolitique par son identité, mais aussi par ce qu'il est appelé à effectuer, à accomplir? Moi, ce qui m'a beaucoup marqué sont ses premiers mots où il parle de la paix. Ouais. Il arrive au balcon de la Loggia Saint-Pierre, l'émotion est énorme, hein, vous avez la foule devant vous, la responsabilité immense, et il fait tout un discours très structuré sur la paix des cœurs, la paix de l'âme et la paix dans le monde. Et c'est vraiment quelque chose qui me paraît fondamental, c'est effectivement la paix, c'est comment résoudre les conflits et comment comprendre le monde. On a un homme qui est un Américain, qui est né à Chicago, de parents franco-espagnols, qui connaît très bien le Pérou, qui a longtemps été à Rome, donc qui a une très grande connaissance du monde.
c'est probablement quelqu'un qui a vraiment qui a beaucoup voyagé, qui a été le maître dehors des Augustiniens pendant 12 ans, donc qui a là aussi une connaissance mondiale, donc il connaît parfaitement le monde. Il connaît parfaitement le monde dans sa beauté et ses drames. Et je trouvais ça très beau qu'il mette l'accent d'abord sur la paix. Et on voit bien que son pontificat, ça sera ça, c'est contribuer à la paix. Alors, on n'a pas toutes les solutions. Hein. Si on savait comment bâtir la paix, ça serait facile, il n'y aurait plus de guerre. En revanche, on peut aider à apporter une petite pierre pour contribuer à ce que le monde soit davantage pacifié. Oui, la situation de crise, réponse exceptionnelle, je dirais. Donc, on ne peut que se réjouir de cette nouvelle. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Merci Noé. à vous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Conflit. Donc, j'invite nos téléspectateurs à s'abonner, à suivre aussi son site, ses podcasts, les vidéos que vous produisez. J'invite aussi nos téléspectateurs, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.